Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Bien que le cabinet de conseil McKinsey et compagnie soit poursuivi par le parquet national financier, la société vient d'être nommée pour un nouveau marché de 2,5 millions d'euros en lien direct avec le gouvernement. Cette décision pourrait bien raviver la polémique autour de l'affaire McKinsey. Le 16 janvier, le média Consultor.fr révélait que l'Imprimerie nationale, l'agence 100% étatique chargée de la production des cartes d'identité et passeports français, avait attribué un contrat de 2,5 millions d'euros au cabinet de conseil. Et McKinsey fait partie des heureux élus parmi Roland Berger, Oliver Wyman, Ilios et la plateforme de consultants freelance One Man Support d'Arnaud Souriceau. La décision a relancé le débat sur la gestion de crise par le gouvernement, s'appuyant sur une aide excessive et coûteuse de consultants. Par ailleurs, il y a moins d'une semaine, le Courrier du Soir dévoilait que la Sécurité sociale avait dépensé 477 millions d'euros pour obtenir les services de cabinet de conseil. La gestion des crises par le recours à des cabinets de conseil est devenue une habitude, ce qui a provoqué une vive colère et une profonde inquiétude en France. La Sécurité sociale, l'Imprimerie nationale et le gouvernement Macron lui-même sont ainsi accusés de dépenser des sommes exorbitantes pour des prestations qui pourraient très bien être assurées par des fonctionnaires. Le choix de McKinsey pour le marché de l'Imprimerie nationale pourrait alimenter le climat de suspicion et de méfiance. En effet, les Français sont de plus en plus nombreux à s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'État semble incapable de se débarrasser d'un cabinet de conseil controversé dont l'influence grandit chaque jour. Et après les protestations des salariés, ce sont les agriculteurs français qui ont fait connaître leur mécontentement. Hier, des centaines de tracteurs ont défilé dans les rues de la capitale pour protester contre les restrictions sur les pesticides et d'autres réglementations environnementales qui, selon eux, menacent la production agricole française et favorisent l'importation de denrées produites par d'autres pays dans des conditions au moins aussi nocives pour l'environnement. Mercredi 8 février, des centaines de tracteurs ont pris d'assaut la capitale pour manifester contre les contraintes pesant sur l'agriculture, en particulier les restrictions d'usage des pesticides. Cette action faisait suite à une décision d'un tribunal de l'Union européenne qui a annulé le mois dernier une politique française autorisant les producteurs de betteraves sucrières à utiliser un insecticide interdit par l'Union européenne, suscitant des inquiétudes quant à une nouvelle baisse des plantations de betteraves et à la fermeture de sucreries. Les agriculteurs considèrent que les restrictions imposées sont excessives et vont à l'encontre de la volonté du gouvernement de renforcer la sécurité alimentaire en réponse à la pandémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine. Dans les rues de Paris, un long cortège de tracteurs a rejoint un point de ralliement situé devant le monument des Invalides, qui est situé à 2 pas du ministère français de l'Agriculture. Certains véhicules étaient décorés de banderoles sur lesquelles on pouvait lire diverses protestations. On est là aujourd'hui parce qu'on a de plus en plus de mal à travailler en bonnes conditions. On nous interdit pas mal de manières de travailler. Là, pour les betteraves, on nous interdit un produit pour les insectes qui est indispensable pour nous, sinon les insectes peuvent vraiment tout détruire. Et il y a des pays où ils autorisent encore et nous non. Alors on aimerait bien que les produits qu'on produit puissent être au moins consommés par les Français, qu'on puisse travailler pour le pays. Et on ne nous donne pas forcément l'occasion et ça va être surtout des autres pays qui vont produire pour nous. On en a marre des contraintes réglementaires franco-françaises qui nous imposent plein de règles administratives et qui nous empêchent de produire pour nourrir le reste du monde, y compris les Ukrainiens qui en ont besoin, les pays d'Afrique, etc. Et nous, on nous impose des règles qui sont que françaises, parce que même les Allemands ne les ont pas. Ce qui fait que maintenant, sur certaines productions, on n'arrive pas à satisfaire la demande intérieure et européenne à cause de ces réductions, Les défenseurs de l'environnement affirment que les résidus de pesticides endommagent les sols et la faune. Ils se sont félicités de la décision de l'Union européenne interdisant l'utilisation de semences de betteraves sucrières traitées avec des insecticides susceptibles de nuire aux abeilles. De leur côté, les agriculteurs font valoir que les plants de betteraves sucrières n'attirent pas les abeilles et que l'interdiction mise en œuvre expose ces dernières à la jaunisse virale, une maladie transmise par des pucerons vecteurs. La réglementation entraînera une baisse de la production et une augmentation des importations en provenance des pays qui autorisent les néonicotinoïdes.
À noter que le groupe de producteurs de betteraves sucrières CGB a déclaré que le ministre de l'Agriculture avait accepté que les producteurs de betteraves sucrières soient entièrement compensés pour les pertes de rendement de cette année en cas d'attaque sévère de jaunisse virale. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a effectué mercredi une visite surprise au Royaume-Uni. Après avoir rencontré Rishi Sunak à Downing Street, Zelensky a prononcé un discours passionné dans le Westminster Hall. Il a remercié le Royaume-Uni pour son soutien depuis l'invasion russe et a lancé un appel pour obtenir des avions de chasse. Au Parlement britannique, le président ukrainien a remercié le pays pour son soutien indéfectible. Londres est aux côtés de Kiev depuis le premier jour, dès les premières secondes et minutes de la guerre totale. Grande-Bretagne, vous avez tendu votre main quand le monde n'avait pas encore compris comment réagir. Boris, tu as fait en sorte que les autres s'unissent quand cela semblait absolument impossible. Merci. C'était la première visite du président ukrainien au Royaume-Uni et son deuxième voyage à l'étranger depuis l'invasion de son pays par la Russie. Zelensky a déclaré que la liberté gagnera. Nous savons que la Russie va perdre. Et nous savons vraiment que la victoire changera le monde. Et ce sera un changement dont le monde a besoin depuis longtemps. Il a remis au président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, un casque de pilote de chasse ukrainien. Le casque portait l'inscription suivante : « Nous avons la liberté, donnez-nous des ailes pour la protéger ». Il a exhorté la Grande-Bretagne à fournir des avions de combat modernes pour aider ses forces à vaincre la Russie. Je suis convaincu que ce symbole nous aidera pour notre prochaine collaboration des avions et je vous lance un appel à vous et au monde entier avec des mots simples et pourtant très importants. Des avions de combat pour l'Ukraine, des ailes pour la liberté. Plus tôt dans la journée de mercredi, Zelensky s'est rendu à Downing Street et a rencontré le Premier ministre Rishi Sunak. Avant le discours de Zelensky, Sunak et le leader travailliste Sir Keir Starmer ont fait une démonstration d'unité lors des questions au Premier ministre. Le Premier ministre et moi-même avons rejoint cette chambre ensemble en 2015. Nous avons vécu des moments importants de notre politique intérieure et internationale. Mais aucune de ces expériences ne se compare à la douleur et à la souffrance du peuple ukrainien. Le Premier ministre est-il d'accord avec moi pour dire qu'à travers toute cette chambre, il est vital que nous continuions tous à être solidaires pour soutenir pleinement l'Ukraine. Sunak a annoncé qu'il prévoyait de former les pilotes ukrainiens sur des avions à réaction de normes nationales. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin, non seulement parce que nous avons fourni des chars Challenger et que nous avons été l'un des premiers pays à le faire, ce qui a catalysé la fourniture des chars par d'autres nations, mais aussi parce que nous commençons aujourd'hui à former les marines ukrainiens aux capacités avancées dont ils auront besoin pour monter de nouvelles offensives, mais aussi pour former leurs pilotes aux avions de combats avancés. Le Parlement peut être rassuré sur le fait que nous continuerons à soutenir l'Ukraine pour assurer une victoire militaire décisive sur le champ de bataille cette année. Le Royaume-Uni avait jusqu'à présent refusé d'étendre le programme de formation aux pilotes de chasseurs à réaction. Les troupes ukrainiennes sont déjà formées à l'utilisation des chars Challenger 2, qui devraient être envoyés dans le pays le mois prochain. La Grande-Bretagne offrira également une puissance de feu à plus longue portée pour aider à contrer la capacité de la Russie à frapper les villes et les installations énergétiques de l'Ukraine. Le dirigeant ukrainien a également rencontré le roi au palais de Buckingham. Il a déclaré qu'il profiterait de l'occasion pour remercier Charles pour le soutien qu'il a apporté à l'Ukraine en tant que prince de Galles. Et apparemment, l'aide militaire de l'OTAN se fait sentir. Les militaires ukrainiens affirment avoir assisté à la journée de guerre la plus meurtrière pour les troupes russes depuis le début de la guerre en février de l'année dernière. L'armée ukrainienne a déclaré mardi que les 24 heures précédentes avaient été les plus meurtrières de la guerre pour les troupes russes depuis que Moscou a lancé son invasion il y a presque un an. L'Ukraine a augmenté de 1030 le nombre de militaires russes tués dans la nuit. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ce chiffre et la Russie a également affirmé avoir tué un grand nombre de soldats ukrainiens ces dernières semaines.
Le décompte des pertes ennemies de part et d'autre est souvent considéré comme peu fiable. Mais l'affirmation de Kiev selon laquelle les combats ont été les plus meurtriers jusqu'à présent correspond aux descriptions des deux parties d'une campagne d'escalade de guerre intense. Ici, on voit des soldats ukrainiens de la région de Donetsk utiliser ce système de roquettes Grad de l'ère soviétique. La bataille dans l'Est intervient alors que des rapports font état d'une désorganisation à Kiev. Ces dernières semaines, le président Volodymyr Zelensky a renvoyé plusieurs hauts fonctionnaires dans le but de montrer aux alliés occidentaux qu'il s'attaquerait à la corruption et qu'il serait un gestionnaire fiable des milliards de dollars d'aide militaire. Dimanche, un politicien du parti de Zelensky a déclaré que le ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov, serait remplacé. Un jour plus tard, ce même politicien a déclaré qu'aucun changement ne serait effectué cette semaine. M. Zelensky n'a pas fait de commentaires, mais a appelé mardi à la fin des rumeurs ou toute autre pseudo-information qui, selon lui, pourrait saper l'unité de la guerre. Quel que soit le sort de Reznikov, il a été vu mardi accueillant son homologue allemand à Kiev. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a effectué ce voyage surprise un jour après que le Conseil de sécurité de son gouvernement a approuvé la livraison de 178 chars Léopard 1 à l'Ukraine. Cette décision intervient alors que l'Allemagne a choisi, le mois dernier, de livrer à Kiev des chars Léopard 2 plus modernes. Monsieur Reznikov a tweeté une photo de lui et de Monsieur Pistorius et a écrit « Le premier Léopard 2 est arrivé à Kiev ». Et en Estonie, les alliés de l'OTAN ont effectué mardi des exercices dans le cadre de manœuvres militaires hivernales. Les exercices d'hiver sont des exercices périodiques menés par le groupement tactique multinational de l'Alliance. Les troupes d'Estonie, de France et du Royaume-Uni se sont livrées à ces exercices. Ils font partie d'une série d'exercices de 2 semaines destinés à tester les forces de l'OTAN dans des conditions hivernales difficiles. À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'OTAN a renforcé sa présence sur le flanc Est en ajoutant 4 groupements tactiques multinationaux en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie. Cela porte à 8 le nombre total de groupes de combat qui s'étendent de la mer Noire au sud à la mer Baltique au nord. Et en Chine, l'an dernier, à Pékin, un groupe de jeunes gens s'est joint à une veillée en mémoire des personnes décédées dans l'incendie d'un immeuble durant le confinement du pays. Mais après le mémorial, les participants ont commencé à disparaître un par un. Maintenant, les groupes de défense des droits de l'homme et les universités condamnent Pékin pour leur disparition. Pékin a discrètement arrêté les personnes qui ont protesté contre ces règles liées au Covid-19. L'Organisation internationale de défense de la liberté de la presse, Reporters sans frontières, RSF, a révélé que plus d'une centaine de manifestants sont toujours détenus en Chine. Le PCC a pour tradition d'attendre son heure pour se venger, puis d'arrêter secrètement des gens, et il ne veut pas que les autres soient au courant. L'une d'entre elles est Li Sechi, diplômée de Goldsmith à l'Université de Londres. En novembre, elle a assisté à une veillée publique à Pékin pour les victimes de l'incendie d'un immeuble résidentiel au Xinjiang. Les restrictions zéro Covid-19 de Pékin avaient empêché les habitants de s'échapper de l'immeuble barricadé. Selon les rapports, Li est toujours détenue en Chine et a passé son 27e anniversaire en détention. L'Université de Londres a qualifié cet événement de suppression de la liberté d'expression et a exhorté Pékin à libérer immédiatement toutes les personnes détenues dans le cadre de cette manifestation. Une autre participante à la manifestation, Sao Zixin, est aussi toujours en détention. Au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurais été arrêtée moi aussi, tout comme certains de mes amis. Elle a enregistré cette vidéo après que ses amis et autres participants à la veillée ont commencé à disparaître les uns après les autres. Ne nous laissez pas disparaître du monde comme ça, sans raison. L'ancienne journaliste Qin Ziyi a également été arrêtée. Son alma mater, l'Université de Chicago, a appelé à sa libération. Elle a été libérée sous caution le 20 janvier dernier. Il est difficile d'estimer l'ampleur des arrestations. Les proches des détenus refusent de s'exprimer par crainte de représailles plus graves. Microsoft rénove son moteur de recherche Bing et son navigateur web Edge, en y ajoutant de l'intelligence artificielle. Cette initiative est considérée comme l'un de ses plus grands efforts pour être à la pointe d'une nouvelle vague technologique et remodeler la façon dont les gens recueillent des informations.
Dans le cadre de l'un de ses efforts les plus importants pour mener une nouvelle vague de technologie et remodeler la façon dont les gens recueillent des informations, Microsoft a annoncé mardi qu'elle modernisait son moteur de recherche Bing et son navigateur WebEdge avec une nouvelle mise à niveau alimentée par l'intelligence artificielle. Microsoft a annoncé qu'elle allait utiliser la technologie issue de son partenariat avec la start-up OpenAI pour intégrer une technologie de type ChatGPT dans son moteur de recherche dans le but de dépasser son principal rival Google. Le correspondant de Reuters pour la technologie, Jeffrey Dastin, était à Redmond, Washington pour l'annonce. L'entreprise a lancé son plus grand défi à Google en prévoyant de lancer et de déployer un moteur de recherche et un navigateur web entièrement doté d'IA. L'idée est donc que le moteur de recherche Bing de Microsoft et le navigateur web Edge auront des fonctionnalités de type chatbot, un peu comme le chatbot sensationnel ChatGPT. OpenAI a mis un aperçu de ChatGPT à la disposition du public à la fin de l'année dernière. Ces réponses semblables à celles d'un humain à n'importe quelle requête ont donné aux gens de nouvelles façons de penser aux possibilités de marketing, de rédaction ou de diffusion de nouvelles. La technologie connue sous le nom de ChatGPT, avec laquelle beaucoup d'entre nous ont joué et expérimenté, est elle-même basée sur un système qui a en fait quelques années. Et le fabricant de cette technologie, OpenAI, a continuellement travaillé pour l'améliorer, pas seulement dans la version que nous voyons en ligne aujourd'hui, mais dans des choses qui ne sont pas encore publiées. Et aussi, par exemple, dans le prochain moteur de recherche Bing, il y aura donc essentiellement une version plus avancée de cette puissante IA dans le nouveau moteur de recherche de Microsoft. Mais il est important de noter qu'elle a encore beaucoup à apprendre. Il dépend encore des retours d'informations pour pouvoir fournir des réponses factuelles et optimales aux utilisateurs. Le chatbot de Bing aidera les utilisateurs à affiner leurs questions plus facilement, à donner des résultats actualisés plus pertinents et même à faciliter les achats. Par exemple, si vous voulez savoir si un siège de voiture s'adaptera à l'arrière de votre véhicule particulier, il connaîtra les informations que vous lui fournissez, vous donnera une réponse afin que vous n'ayez pas à essayer de donner du sens à différentes pages web par vous-même. Bing est loin derrière Google en termes de part de marché des moteurs de recherche, mais l'IA pourrait modifier le paysage. L'IA est essentiellement la frontière en ce moment dans la technologie des moteurs de recherche. Google a donc été pendant des années le fournisseur numéro 1. Bing, avec le moteur de recherche de Microsoft, essaie de changer cela. Et l'idée est que l'IA peut vous aider à répondre à des choses qui n'existent pas encore sur le web et peut créer toutes sortes de nouvelles expériences et fonctionnalités comme la composition d'emails et la traduction et même l'aide à la liste d'épicerie et aux courses. Alors Microsoft espère qu'elle pourra gagner, partager et concurrencer Google. Lundi, Google a dévoilé son propre chatbot appelé Bard. Et il prévoit de lancer l'IA pour son moteur de recherche. Mais il reste à voir quel moteur de recherche doté d'une intelligence artificielle les consommateurs préféreront à long terme. Et la célèbre compagnie de danse et de musique classique chinoise basée à New York, Shenyun Performing Arts, a enfin entamé sa tournée dans l'Hexagone. Et pour ses premières représentations de l'année en France, la compagnie joue à guichet fermé à l'amphithéâtre 3000 de Lyon. Le tout nouveau spectacle de Shenyun fait revivre 5000 ans d'histoire de la Chine en mettant en scène ses personnages, ses légendes et ses ethnies. Voyons ce qu'en dit le public lyonnais à l'issue de la deuxième représentation dans la capitale des Gaules dimanche dernier. Ouais, c'est merveilleux, pour vous dire, c'est vraiment merveilleux. Hein. Ouais. J'en ai vu plusieurs, celui-là il est vraiment au-dessus de tout. J'ai été très admiratif de la qualité du travail qui a été fait, de la légèreté, la souplesse, la beauté, c'était vraiment magnifique. C'est magnifique, les danseuses, c'est très haut niveau, oui c'est adorable, c'est magnifique. Magnifique. Aérien, enfin, il n'y a pas de mots, c'est magnifique. À voir et à revoir. Les histoires mises en scène dans le spectacle Shenyun véhiculent des valeurs universelles telles que la loyauté et le courage. Mais là, il y a des moments où j'étais près d'avoir des larmes aux yeux. La beauté, la vérité de tout, c'est ça qui est bien.
Je me sens heureuse, je me sens bien, légère, ça apporte du bonheur. On va prendre un peu du recul, je dirais, sur les situations qu'il y a aujourd'hui et de se dire non, il faut avoir du plaisir, avoir de la joie, s'émerveiller devant les belles choses de la vie. Il ouvre la réflexion, il suscite la réflexion. Il y a un apaisement, il y a un côté très pacifique et en même temps volontaire, c'est-à-dire non soumis à l'extérieur, non soumis au modernisme, quoi. Donc concilier à la fois le moderne et l'ancien, mais avec l'amour des autres, avec le besoin de liberté. Depuis l'amphithéâtre 3000 de Lyon, NTD Actualité. Après Lyon, la compagnie Shen Yun poursuivra sa tournée en France jusqu'au mois de mai et s'arrêtera dans les villes suivantes: Tours, Paris, Nantes, Aix-en-Provence et Montpellier. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour un nouveau journal. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée sur NTD.